Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour édition spéciale. Depuis le début du mois sacré, les Palestiniens à Jenin ou à El-Aqsa sont en train de vivre un cauchemar au quotidien, une sorte de série dystopique qui se répète à chaque Ramadan, chaque année, au su d'une communauté internationale outrageusement silencieuse. Un silence remarqué également lorsqu'il s'agit de la question de la décolonisation du Sahara occidental. Sommes-nous devant des faits accomplis? Sommes-nous devant des dossiers déclassés? Sans l'avouer ouvertement, ces deux questions ne semblent pas être la préoccupation majeure du concert des nations, soucieux apparemment davantage par ce qui se passe en Ukraine. Jamais crise n'aura suscité autant de réactivité, de rapidité dans l'exécution des mesures de rétorsion contre le dit agresseur. Alors, pourquoi ce genre de réaction ne se manifeste pas lorsqu'il s'agit de la Palestine ou du Sahara occidental, alors que les textes de loi du droit international sont on ne peut plus clairs? Un deux poids, deux mesures flagrant soulève beaucoup de questions. C'est le sujet de ce soir que nous allons aborder et tenter de décortiquer avec nos invités. Nous avons en direct avec nous via Skype Monsieur Gamal Abina, journaliste expert en questions internationales. Bonsoir Gamal. Bonsoir Fatma, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu présent et Monsieur Bishara Khadr qui nous rejoindra dans un petit instant, qui est spécialiste reconnu des questions euro-arabes. Depuis le début de la crise ukrainienne, donc, on n'a jamais vu une communauté internationale aussi alerte dans la rétorsion et la sanction comme on l'a constaté pour l'Ukraine, alors que, manque de peau pour la communauté internationale, si j'ose dire, il a fallu pendant ce temps qu'il y ait la répression sur l'esplanade d'El-Aqsa ou encore la répression des réfugiés sahraouis dans les territoires occupés. Et là, c'est le mutisme complet. Gamal, est-ce que les masques ne sont pas tombés lors de cette période? Oui, tout à fait. On se rend bien compte qu'il y a effectivement ce fameux deux poids deux mesures, ce double standard, pour être très précis, parce que l'expression n'agrée pas tellement, le poids deux mesures. Double standard qui consiste à juger de questions internationales favorables à l'Occident, en l'occurrence la question ukrainienne, à l'aune évidemment d'un regard de surpuissance américaine qui a des intérêts dans la région, et de l'autre côté à considérer comme étant des quantités négligeables pour des intérêts aussi américains, puisqu'ils ne sont pas inexistants, deux questions essentielles, à savoir la question palestinienne et puis la question du Sahara occidental, qui là encore une fois est liée aux Américains. C'est pas un hasard, l'accélération de l'histoire actuellement qu'on observe. Alors effectivement, il y a deux standards de jugement, il y a deux poids deux mesures comme on dit, il y a un jugement des grandes puissances et puis il y a les petits qui sont toujours déconsidérés, pour lesquels le droit qui devrait être appliqué de façon égale n'est pas appliqué. On se souvient d'un nombre incalculable maintenant de résolutions en faveur de la Palestine et des Palestiniens qui condamnent Israël et qui ne sont jamais appliquées ni par la moindre contrainte militaire, on n'en parle pas, mais même pas par des sanctions économiques. Rien ne se fait. On se rappelle du Sahara occidental alors que des plans multiples ont été proposés, comme le plan Baker qui était le dernier plan en date, et qui là encore une fois, pour des intérêts géostratégiques, d'alliance états-unienne avec le Maroc, conduisent à complètement faire la passe sur la question du droit. Et le droit international dont semble-t-il les Occidentaux sont tellement friands concernant la question russe et russo-ukrainienne, les intéressent beaucoup moins sur les questions régionales pour lesquelles l'agresseur en l'occurrence serait leur allié. Merci Gamal et Monsieur Bishara Khadr qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes spécialiste reconnu des questions euro-arabes. Vous avez publié et édité 30 ouvrages, dont récemment l'Europe et la Palestine, des croisades à nos jours et le monde arabe expliqué à l'Europe des éditions L'Harmattan. Donc nous le disions à l'instant avec Monsieur Gamal Abina, qui est en direct avec nous également, que depuis le début de cette crise ukrainienne, on n'a jamais vu une communauté internationale aussi alerte dans la rétorsion et la sanction. Et lorsqu'il s'agit de la répression sur l'esplanade d'El-Aqsa ou la répression des réfugiés sahraouis, c'est le mutisme. Monsieur Khadr, est-ce que on assiste à un deux poids, deux mesures d'après vous, flagrant? Je crois que M. Gamal a bien résumé la situation. Les réactions occidentales à l'invasion russe de l'Ukraine ont été immédiate. Il est vrai que la stratégie de la terre brûlée pratiquée par l'armée russe, les pertes civiles, les villes réduites en amas de ruines, tout cela a suscité en Occident colère, condamnation et sidération. Aussi, l'Occident, sous la houlette de l'Amérique, s'est empressé de manifester une solidarité sans faille avec le peuple ukrainien,
saluant son courage et sa bravoure, ouvrant les portes de l'Europe à deux battants pour accueillir plusieurs millions de déplacés et de réfugiés ukrainiens et fournissant à l'Ukraine des armes dernier cri pour permettre à l'Ukraine de résister à l'occupation russe et déversant sur l'Ukraine des milliards de dollars en soutien financier. Tout cela a été constaté par tous les médias internationaux. Je comprends cet élan de solidarité massif avec l'Ukraine. Là où, cependant, où la question ukrainienne me pose problème, c'est qu'il a été un grand révélateur des incohérences, de la duplicité des pays occidentaux qui ont manifestement pratiqué la politique de deux poids, deux mesures si on compare la question ukrainienne à la question palestinienne. Et M. Gamal a bien précisé cela. Et donc l'Occident, comme vous le savez, ferme les yeux sur l'occupation des territoires palestiniens et arabes depuis des décennies. Et le veto américain au Conseil de sécurité protège Israël, l'autorisant à bénéficier d'une sorte d'impunité automatique. Pire, la résistance ukrainienne est vantée, glorifiée, celle des Palestiniens est tout simplement assimilée à du terrorisme. Plus interpellant encore, les Occidentaux sanctionnent la Russie, mais la plupart des pays occidentaux criminalisent la politique de boycott et de sanctions contre Israël. Et ceci dans un contexte où les Occidentaux continuent à choyer Israël en tant que puissance d'occupation. Mais ils conditionnent leur aide à l'autorité palestinienne par la coordination sécuritaire avec la puissance d'occupation. C'est une aberration de l'histoire, exigeant du peuple occupé, en l'occurrence le peuple palestinien, de veiller à la sécurité de la puissance d'occupation. Tout cela démontre le mépris des Occidentaux pour l'application du droit international en Palestine et leur empressement de faire respecter le droit international dans un pays comme l'Ukraine. Je pourrais poursuivre évidemment en parlant de la manière dont les pays occidentaux ont ouvert leurs portes à deux battants pour accueillir les réfugiés ukrainiens, des millions de réfugiés ukrainiens, alors qu'il y avait des dizaines de milliers de réfugiés syriens, irakiens, afghans et africains qui moisissaient à la frontière de l'Ukraine. Aucun pays européen ne voulait d'eux. Il y avait des familles entières qui, dans le froid cinglant de l'Ukraine, attendaient désespérément de pouvoir franchir la frontière. Cela atteste également la politique de deux poids, deux mesures. Et ce qui m'a choqué le plus, c'était cette observation d'un journaliste de CBS en disant les Ukrainiens sont blonds, sont blancs, sont chrétiens, sont civilisés. Ce qui veut dire, ce qui insinue bien sûr que les Syriens, les Irakiens ne le sont pas, alors que la civilisation mésopotamienne date d'il y a 7000 ans. Vous voyez, tout cela, évidemment, pose un réel problème et me met très mal à l'aise par rapport à cette situation ukrainienne. Et en tant que Palestinien, en tout cas. Oui, et le président palestinien Mahmoud Abbas qui a qualifié les réactions européennes sur la crise en Ukraine de, je cite, double standard flagrant. Il a ajouté que malgré les crimes sionistes reconnus par les organisations des droits humains internationales, personne n'a dénoncé cette agression en tenant pour responsable l'entité sioniste qui agit au-dessus du droit international. Gamal Abina, qu'est-ce qu'il faut de plus pour que la communauté internationale réagisse ? Est-ce qu'il faut être ukrainien pour que la souffrance soit finalement visible, soit considérée ? Alors, comme M. Bichara vient de le souligner, effectivement, le journaliste anglais qui a eu cette sortie assez raciste, il faut utiliser les termes, faut pas se cacher derrière son petit doigt. Oui. Lorsqu'il parle d'Ukrainiens blonds aux yeux bleus, bon, déjà, on est vraiment en plein nazisme, en plein arianisme. Il fait une référence qui est quand même très maladroite de sa part, puisque les nazis avaient eu aussi une perspective ukrainienne blonde aux yeux bleus, mais on se rend bien compte quand on va en Ukraine, il faut connaître un peu le pays, qu'il n'y a pas de blond aux yeux bleus en Ukraine. Ça n'existe pas. Ce sont souvent des gens qui ont utilisé des produits chimiques pour s'éclaircir les cheveux, mais en aucun cas ils sont blonds. Jusqu'à la dernière
responsable Maïdan, comme on l'appelait, Madame Yulia Tymoshenko, qui prétendait être blonde, c'est une brune de chez brune. Donc déjà, pour commencer, le caractère arien des Ukrainiens n'existe pas. C'est Himmler qui l'avait décrété à l'époque, quand il a envahi l'Ukraine. Oui. Et surtout, les caractères chrétiens ukrainiens, c'est des orthodoxes et des slaves. Donc la communauté de destin qui n'existe pas entre les Ukrainiens et les Européens est fabriquée toute pièce récemment, faisant croire quasiment que cette espèce d'Atlantique à l'Oural intégrait l'Ukraine, ce fameux Atlantique à l'Oural que De Gaulle voulait créer, cette fameuse Europe intégrée. Aujourd'hui, l'Ukraine est vraiment la sphère soviétique, ex-soviétique, russe. L'État ukrainien est à l'origine un État russe, quoi qu'on en dise, on l'appelait l'État des Rousses, donc qui était fondé par des Russes. Il y a un agrégat d'autres peuples dedans qui le constituent, un peu de Bulgares, beaucoup comment dirais-je, de Roumains, évidemment des Russes, mais en substance, l'Ukraine, c'est en gros un pays divisé en deux parties. Et effectivement, quand on entend ces propos racistes, on se pose la question du double standard évoqué par Mahmoud Abbas, qui est très juste, effectivement. Alors, c'est quoi ce double standard? C'est une position raciste qui consiste à dire qu'il y a les peuples supérieurs et les peuples inférieurs. Et au sein de la race blanche, c'est comme ça qu'a été défini au XIXe siècle l'Europe occidentale, avant que les nazis décrètent qu'il y ait deux races blanches différentes. Au sein de cette race blanche, il y a donc des hommes qui ont de la valeur et des sous-hommes, les Untermensch, comme disaient les nazis. Et aujourd'hui, effectivement, le traitement qui a été fait aux Syriens, qui étaient aussi des réfugiés de guerre, et non pas des migrants, comme on les appelle en Europe, évidemment aux Soudanais, qui viennent quand même des réfugiés de guerre, une guerre alimentée de l'extérieur. Évidemment, aux Afghans qui ont été martyrs de guerre pendant 35 ans quasiment, avec la guerre soviétique d'abord et puis ensuite la guerre américaine, ça ne s'est jamais arrêté. Ce sont de vrais réfugiés de guerre qui méritaient d'être reçus dignement. Eh bien, ils sont considérés effectivement comme des squatteurs pratiquement, des voleurs, des individus louches, parce que leur dénominateur commun, c'est deux choses: la couleur de la peau trop sombre et évidemment la religion qui n'est pas compatible avec ce que dirait ce journaliste anglais de la religion chrétienne qui serait soi-disant unifiée aujourd'hui, alors que le christianisme a beaucoup de courants, et se fait la guerre longtemps. Donc effectivement, la question qui se pose, c'est pourquoi le droit international dont on vante tellement les mérites ne s'applique qu'à géométrie variable. La réponse, elle est très simple. C'est parce que dans l'Europe du XIXe siècle, qui avait consacré le racialisme et le racisme scientifique, eh bien ces réflexes racistes, et je parle bien de réflexes, c'est-à-dire que tous les Européens ne sont pas racistes évidemment, mais les dirigeants ont souvent des réflexes racistes qui conduisent à dire l'Ukrainien a tout prendre, il est un petit peu blond aux yeux bleus, il est un peu comme nous, et en plus il est formé. Ce ne sont pas des gens qui viennent de pays pauvres, ce sont des gens qui ont un niveau de scolarisation très avancé, et ça vaut le coup de les récupérer, comme dirait l'extrême droite française. On ferait une sorte de tri sélectif, il y aurait les cerveaux d'un côté, et puis les bras qu'on virerait. Et c'est ce qui se passe actuellement. Alors effectivement, les pays martyrs comme la Syrie, qui a quand même largement subi une guerre violente de destruction totale de certains territoires, ne méritent pas d'égard. Les Palestiniens, on voit bien que les sionistes font le coup de Prague, du printemps de Prague en 56. Il y a les doubles expéditions punitives, tripartite plutôt, Égypte, France, Angleterre contre Nasser. Et pendant ce temps-là, les soviétiques rentrent à Prague. Et c'est pareil. Ce que font Israël, c'est qu'ils profitent de cette espèce de choc, effectivement, d'une population ukrainienne qui souffre. Il ne faut jamais perdre de vue que les peuples, toujours, sont les grands perdants des guerres. Et de l'autre côté, ils disent, on peut en profiter, faire un petit coup en douce. Et c'est ce qui se produit actuellement dans une opération extrêmement violente. Et je tiens à rappeler ce soir, c'est important de le souligner, que depuis un an, il y a 79 enfants, je parle des enfants, je parle pas des adultes, enfants palestiniens qui ont été assassinés par cet État qui se croit, soi-disant, le plus démocratique de la région, oubliant par là même que l'Iran est aussi une démocratie. C'est une théocratie qui base ses fondements sur la séparation des ethnies. Voilà ce qui se passe là-bas. Et effectivement, l'Occident qui a besoin de cette base avancée dans la région se contente largement et très gentiment d'accepter de fermer les yeux devant des crimes qui sont largement documentés par toutes les organisations internationales que vous l'avez souligné à l'instant. Et vous venez justement de le souligner, contrairement au cas ukrainien pour la Palestine et le Sahara occidental, les textes de loi sont clairs. Il y a des résolutions claires qu'il faut juste appliquer. Monsieur Bichara Kheder, on ne les applique pas, et pour l'Ukraine, on a vu que les sanctions ont été très 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 rapides et que les voix ont été toutes unanimes. Il n'y avait pas une seule fausse note quand on parlait de l'Ukraine. Est-ce qu'on peut parler d'impuissance, ou est-ce finalement une omerta à qui on ne donne pas son nom? Oui, la solidarité des pays européens, de l'Amérique, du Canada, du Japon, avec l'Ukraine a été unanime et franche, et s'est manifestée à la fois sur le plan militaire, sur le plan financier, sur le plan de l'accueil des réfugiés. Et ça, c'est évident. Sans doute, pour beaucoup d'observateurs, l'Ukraine est un pays européen, tandis que nous, les Arabes, nous sommes les voisins de l'Europe.
Et donc, il y a un traitement différencié des voisins européens et des voisins de l'Europe. Et les médias, certains médias font la distinction, comme si les Palestiniens, les Syriens, les Irakiens, les Afghans étaient vraiment d'un autre monde. Ceci dit, je voudrais souligner deux choses. D'abord, la politique de Zelensky. Est-ce que les intellectuels arabes ont fait des études sérieuses sur la position de Zelensky, le président ukrainien Zelensky, sur la question palestinienne? Eh bien, vous serez étonnée, madame, en parlant à la Knesset, il dit dans son discours à la Knesset que l'Ukraine et Israël sont embarqués dans la même galère. Cela veut dire que la situation, l'Ukraine agressée se trouve dans la même situation qu'un Israël agressé. C'est une aberration. Et là, il ne réagit pas comme un président ukrainien rationnel, mais réagit comme un président juif qui est solidaire avec l'État d'Israël. Et cette solidarité, il l'a manifestée à plusieurs reprises. Et il convient que les médias arabes reprennent un peu, analysent un peu les positions du président ukrainien concernant la question palestinienne, et les médias seraient étonnés, les lecteurs seraient étonnés de savoir combien ce président qui se présente aujourd'hui comme le président d'une Ukraine violée, agressée, comment il soutient directement et indirectement la politique de l'État d'Israël dans le territoire palestinien. Oui. La deuxième chose que je voulais mettre en exergue, c'est l'empressement de la Cour internationale de justice pour aller enquêter sur les crimes de guerre de la Russie en Ukraine, alors que cette Cour internationale de justice a été empêchée pratiquement de manifester le même empressement pour enquêter sur les crimes commis par Israël dans les territoires palestiniens. Depuis 2 ans, 250 jeunes Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne, et au cours des dernières semaines, il y a plusieurs dizaines de jeunes qui ont été agressés. Et sur l'esplanade des mosquées, vendredi dernier, il y a eu 150 blessés palestiniens, dont certains par balles de caoutchouc et bombes assourdissantes. Et au cours de ce vendredi, il y a également des blessés palestiniens, dont certains gravement. Et les médias, comment les médias couvrent ces événements? Ils parlent d'affrontement entre des jeunes Palestiniens et les policiers israéliens, alors que la réalité, c'est que la police israélienne fait irruption sur l'esplanade des mosquées pendant le mois de Ramadan, et les colons s'apprêtaient à faire une marche des drapeaux dans les quartiers musulmans de Jérusalem, simplement pour envoyer un signal que là où vous êtes, c'est sous contrôle israélien, et que la Jérusalem-Est fait partie intégrante de la capitale éternelle du peuple juif, qui a été annexée illégalement. Aucune instance internationale n'a demandé à Israël de se soumettre au droit international et de respecter la légalité à l'intérieur des territoires palestiniens. Donc vous voyez comment la question ukrainienne ouvre tout un chapitre douloureux, comment les médias ont tiré le voile sur la question palestinienne, sur la résistance légitime du peuple palestinien, mais comment également certains pays arabes ont trahi la cause palestinienne, qui ont laissé les Palestiniens à l'abandon, dans la solitude, alors que les Arabes devaient se serrer les rangs pour faire en sorte que la voix de la Palestine soit entendue, et que les pays européens ne criminalisent pas la politique de sanctions et de boycott d'Israël, comme la France, par exemple, le fait, comme certains pays européens s'apprêtent à le faire, comme le Congrès américain l'a déjà fait. Vous voyez, donc là, la question ukrainienne vraiment doit nous faire comprendre comment l'Occident se comporte à l'égard des Arabes, le peu de respect qu'il a pour les pays arabes dans leur ensemble, et pour le peuple palestinien en particulier. Et Mahmoud Abbas, qui déclare également que les pays occidentaux auraient dû appeler les mêmes sanctions à Israël que celles infligées à la Russie. Gamal Abina, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été aussi efficace dans l'intervention qu'on l'a été avec la Russie? Est-ce qu'il y a des États intouchables, des enfants gâtés des instances internationales? Et je parle d'Israël et de ceux qui lui sont affiliés. Je parle aussi du Maroc. Alors oui, déjà pour commencer, j'aimerais quand même apporter un bémol sur les sanctions contre la Russie. Ces sanctions contre la Russie profitent à plein régime à la Russie. J'ai rarement vu un pays sanctionné
s'enrichir aussi vite au moment des sanctions. Le rouble est très stable, le pétrole et le gaz ont décollé, ils viennent de développer une relation stratégique avec la Chine incomparable, et effectivement, les Russes ont été sanctionnés avec jusqu'à l'éviction du Conseil des droits de l'homme. Oui. Mais il se trouve que ce à quoi on assiste aujourd'hui, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans notre médias, c'est qu'on assiste à une recomposition de ce qu'on appelait à l'époque les deux blocs, donc le bloc de l'Est. Parce que la plupart des pays qui ont refusé de sanctionner les Russes sont des pays qui étaient très alliés. Je ne parle même pas de l'Algérie, c'est une évidence. Mais Burundi, par exemple, l'Éthiopie qui a échappé à une guerre civile parce que les Russes sont intervenus en partie. Pas mal de pays comme cela, la Syrie, ça va de soi. Des pays de la sphère soviétique comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Ces pays-là ont décidé de ne pas abandonner le grand frère russe, entre guillemets, ou leur allié stratégique comme l'Algérie, parce que simplement, ils considèrent que d'abord, on a provoqué pendant 8 années les Russes. Ils voient bien un tableau général. On n'est pas sur une caricature d'une Russie impériale qui voudrait conquérir l'Europe. Ça, c'est un mensonge. Oui. Mais ils ont besoin on se rend bien compte que les Européens ont multiplié les erreurs parce que les Américains ont poussé à la guerre, évidemment, ils ont poussé à l'extrémité, et que finalement, ces sanctions se retournent contre ceux qui les ont émises. Alors effectivement, vous me posiez la question de savoir pourquoi y a-t-il un double standard en l'occurrence, c'est-à-dire qu'on a tendance à laisser ce que j'appelle, et c'est bien que vous appeliez ça comme ça, parce que c'est exactement comme ça que je l'appelle, l'enfant gâté des États-Unis, qui est Israël. Ce garnement qui se croit tout permis, et qui, à 3 reprises, rappelons quand même pour les Arabes, à 3 reprises, a pris une raclée par les Arabes. D'abord au Gaza, ensuite il y a eu la guerre au Liban en 2006, ensuite à nouveau au Gaza, enfin, systématiquement, quand ils utilisent les armes, ils finissent par reculer parce qu'évidemment, en phase 2, ils ont des gens courageux, pas l'oublier, même pas tellement armés, mais très courageux. Et donc, cet enfant gâté a tendance à être turbulent. Et les États-Unis, qui devraient tirer un peu la laisse pour les calmer, ne le font pas. Alors que c'est eux qui ont la solution politique et militaire, comme ils l'avaient fait en 93. Et donc, il y a cette approche, puis la question marocaine, elle est simple. C'est un deal de sécurité du détroit de Gibraltar. On garantit un pouvoir fort au Maroc, et donc, on garantit effectivement la souveraineté sur le Sahara occidental, alors que ça va à contrario de ce qui est dit dans la Charte des Nations Unies, ou même dans le fait que, effectivement, le Sahara occidental est encore un territoire disputé. Oui. On ne veut pas qu'il y ait de paix entre les Algériens et les Marocains. C'est organisé tout ça, c'est pas un hasard. Simplement parce que ça crée une zone de tension et donc ça permet de vendre des armes très facilement. Et les accords internationaux, on s'en fiche complètement puisque l'intérêt pour eux, c'est de créer une tension. On recrée une tension de type guerre froide parce qu'il fallait un ennemi solide. Les États-Unis ont cru longtemps que ce serait le monde musulman l'ennemi solide. Ils ont fracassé, j'allais dire, l'Irak, la Syrie, la Somalie, le Yémen aujourd'hui. Donc c'est beaucoup de pays, les Yéménites pour lesquels j'ai beaucoup de commisération. C'est un pays qui souffre le martyre, mais ça, bizarrement, on n'en parle pas du tout. Alors que c'est des milliers d'enfants qui meurent tous les jours. Et tout cela pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, les Américains avaient besoin d'un ennemi fabriqué toutes pièces. Alors ils ont vu que les Chinois ne répondaient pas à ce standard, oui. Et ils se sont dit, tant qu'à prendre, prenons la Russie, reprenons cette Russie, provoquons-la un petit peu, et elle finira par réagir, ce qui est le cas aujourd'hui, et il va y avoir un nouveau bloc de l'Est. Alors c'est en train de se constituer, pas comme les États-Unis avaient prévu, ils ne pensaient pas que les Chinois seraient solidaires comme les Indiens des Russes, mais c'est le cas aujourd'hui. Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que le droit international, dans un retour d'une guerre froide qui ne dit pas son nom, mais qui est le cas, c'est réellement la guerre froide, est-ce que le droit international peut s'appliquer? Souvenons-nous que pendant la guerre froide, on n'appliquait pas le droit international. Souvenons-nous que Cuba est solidaire, encore une fois, des Russes. Donc ça dit beaucoup de choses sur le découpage du monde. Et souvenons-nous que l'Afrique dans son entier, Maroc inclus, étonnamment d'ailleurs, a refusé de condamner les Russes. Donc tout cela conduit à un redéploiement des forces dans le monde, à ce qu'on appelle une bipolarisation ou une tripolarisation, puisqu'il va y avoir un monde du Sud qui va émerger à la suite de tout cela. Tout ça conduit à penser qu'effectivement, le pari américain est un pari qui était osé, risqué et perdu. Ils sont en train de perdre sur ce pari. Que Zelensky, qui n'est pas un homme très sérieux, on l'a bien compris, a risqué sa population alors qu'il aurait pu composer rapidement avec les Russes pour éviter cette catastrophe. Il ne l'a pas fait maintenant. C'est malheureusement les Ukrainiens qui souffrent de ça. Et pour finir, que les Européens seront à nouveau, comme à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale, les grands perdants de l'histoire, parce que c'est eux qui souffrent des sanctions économiques qu'ils auraient voulu imposer aux Russes et qui se retournent contre eux. Donc effectivement, le droit n'a plus sa place dans cette histoire. Quand vous évoquez les résolutions de l'ONU, elles n'ont jamais été appliquées sur la question palestinienne, elles ne seront pas plus sur la question du Sahara occidental, parce qu'aujourd'hui, c'est la force qui fait droit. Complètement. Et pour rappel, la Cour pénale internationale qui s'est empressée d'annoncer qu'elle ouvrirait immédiatement une enquête sur le conflit en Ukraine. Et dans le même moment, les Palestiniens continuent de subir
un déni de justice de la part de cette même cour. Monsieur Bichara Kheder, on va revenir ensemble sur cette histoire d'enfants gâtés, si vous le permettez, d'enfants gâtés des instances internationales d'Israël et de ceux qui lui sont affiliés plutôt. Le Maroc s'est allié avec Israël. Est-ce que ça fait de lui un pays qui, comment dire, est-ce qu'il porte aujourd'hui le gilet pare-balles? Écoutez, je ne vais pas entrer dans ce débat concernant le Maroc, l'Algérie, des pays frères du Maghreb aujourd'hui en brouille, mais il est clair que la normalisation de certains pays arabes avec Israël a affaibli la cause de la Palestine, a desservi d'ailleurs ces mêmes pays qui croient utiliser Israël comme substitut à la puissance américaine qui se retire un peu des pays du Golfe et de certains pays arabes. Et c'est une erreur historique, on le découvrira probablement dans peu de temps. Ceci dit, la crise ukrainienne révèle bien sûr combien la question palestinienne a été mise sur le boisseau, combien la politique de poids de mesure a été flagrante, est un véritable révélateur du comportement des pays occidentaux. Mais en même temps, il faut rappeler que la crise ukrainienne est dommageable pour beaucoup de pays arabes. Comme vous le savez, beaucoup de pays arabes importent la majeure partie de leur blé, de leur nourriture de l'Ukraine et de la Russie. Et certains pays arabes qui ont des réserves pour 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. Et je suis persuadé qu'il est possible que c'est la crise du pain pourrait produire un nouveau printemps arabe dans certains pays. Deuxièmement, la crise ukrainienne a fait flamber les prix du gaz et du pétrole. Donc certains pays arabes comme l'Algérie peuvent en profiter, et certains pays comme les pays du Golfe, comme le Qatar, peuvent en profiter. Mais les pays qui ne sont pas producteurs de gaz et de pétrole vont souffrir du renchérissement des prix des produits pétroliers et ça risque également de produire des bouleversements sociaux, voire des mouvements de protestation aux conséquences imprévisibles. Donc, les pays arabes sont très prudents en ce qui concerne leur positionnement dans la crise ukrainienne. Certains pays arabes ont soutenu l'invasion russe de l'Ukraine, comme la Syrie. D'autres pays se sont opposés, comme le Liban et le Koweït, et d'autres pays sont restés sur leur garde en essayant de dénoncer, d'appeler à la paix entre deux voisins, le voisin russe et le voisin ukrainien, et sans trop évidemment se positionner parce que les pays occidentaux font pression sur beaucoup de pays arabes pour condamner l'invasion russe de l'Ukraine, alors que certains pays arabes ont des rapports plutôt amicaux de travail ou même des accords économiques pétroliers ou gaziers avec la Russie. Donc, on n'a pas encore suffisamment analysé les conséquences à la fois géopolitiques et géostratégiques de l'invasion russe de l'Ukraine sur l'ensemble méditerranéen et sur l'ensemble des pays arabes. Et je crois encore une fois, les pays arabes feraient bien de rester à l'écart de ce conflit, condamnant ce qui est condamnable, bien sûr, quand il y a une violation flagrante de la légalité internationale, mais appelant à ce que la légalité internationale soit appliquée partout et non pas soit appliquée à géométrie variable. On va s'intéresser à un dernier point avant de se quitter. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure, Monsieur Kheder. Quand le monde est confronté à ce double standard, on peut même le voir dans le traitement médiatique des conflits dans le monde, qui n'est que finalement le reflet d'une politique internationale qui ne bouge que du côté duquel elle penche et qui montre finalement, avec cette crise ukrainienne, de vraies lacunes. Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abina ? Moi, je pense qu'on va prendre un chiffre qui va faire mal. Depuis 74 ans, depuis la création de l'État d'Israël imposé aux Arabes qui n'étaient pas indépendants, je le rappelle, ça a été une résolution votée sans les premiers intéressés, les pays arabes, puisqu'on était tous colonisés. Depuis 74 ans, il y a 226 résolutions de l'ONU qui n'ont jamais été ni appliquées ni respectées par cet État. C'est un État un petit peu voyou qui fait ce qu'il veut parce qu'il sait qu'il a la puissance états-unienne, anglaise et française derrière lui. C'est un État qui a été créé évidemment par les accords Sykes-Picot, par la France et l'Angleterre. Donc c'est clairement un enfant de l'Occident.
Ils ont besoin de cet État. C'est une sorte de, moi j'appelle ça la 9e croisade, qui ne dit pas son nom. On massacre les Juifs en Europe, on les torture, on les martyrise, on les extermine, et puis après on leur donne un État pour se débarrasser d'eux. C'est ça qui s'est passé. Alors on a du mal à le comprendre comme ça. Donc lorsque l'on sait ça, on comprend effectivement que, quelle que soit l'approche de droit qui pourrait être appliquée, en l'occurrence, elle ne sera pas appliquée la concernant. Il y a un autre État qui fait aussi fi du droit international, c'est l'Arabie des Saouds. Je dis bien l'Arabie des Saouds parce que je distingue l'Arabie de la famille Saoud. Ça n'est pas la même chose. L'Arabie, c'est l'Arabie historique. Et bien l'Arabie des Saouds, actuellement, fait la guerre au Yémen. Un des pays les plus riches de la Terre est en train de détruire un des pays les plus pauvres de la Terre. Pour des motivations qu'on n'a toujours pas bien comprises, mais surtout pour des raisons qui font que cette espèce d'impérialisme saoudiste de la région n'est jamais condamné, parce que l'Arabie a l'argent pour acheter les consciences des Occidentaux qui n'ont pas de problème avec l'idée qu'on puisse massacrer un peuple pour des raisons qui ne sont pas définies et surtout qui ne sont pas autorisées par l'ONU. Encore une fois, c'est bien une guerre de conquête, c'est bien une guerre de bombardement, même s'il n'y a pas de troupes au sol, qui a conduit à ce massacre. Oui. Et la question à chaque fois du droit qui se pose fait que on peut se demander pourquoi ce double standard. Mais c'est très simple, la réponse elle coule de source, ça paraît idiot ce que je vais dire. Mais celui qui fait la loi de l'ONU, quand Woodrow Wilson et puis après quand Roosevelt et puis tout ce qui a suivi la Seconde Guerre mondiale ont imposé l'ONU pour garantir la paix, c'était ce qui était prévu au démarrage après la Seconde Guerre mondiale, ils l'ont fait entre occidentaux. Oui. Cette ONU s'inscrit dans un débat occidentalo-centré. La CPI, cette fameuse Cour internationale de justice, est une CPI qui ne punit d'ailleurs que des gens du Sud. Sauf l'exception, effectivement, Milosevic, parce que c'était le bloc de l'Est, sinon, c'est que les gens du Sud. On ne va jamais poursuivre Bush pour les crimes de guerre produits en Irak. Et aujourd'hui, on prétend vouloir punir la Russie, la grande Russie, qui est surpuissante, en espérant diviser le reste du monde. Je suis désolé, mais les 3/4 du monde sont pas pro-russes, mais se sont abstenus. C'est ça ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le monde regarde avec un regard très très critique et se disent mais pourquoi ils nous entraînent dans ce conflit qui n'est pas le nôtre, alors qu'on voit bien que depuis 8 ans, les Russes ont été provoqués non-stop, que les accords de Minsk n'ont pas été respectés, et surtout, et c'est là où je vais peut-être finir mon propos, que l'Occident se trouve allié avec des gens qui ont au sein des armées ukrainiennes, pas les Ukrainiens, je précise bien que les Ukrainiens n'y sont pour rien, mais il y a des brigades comme la brigade Azov qui sont des néo-nazis revendiqués. C'est ça le pire, c'est qu'aujourd'hui l'Occident est du côté de certains néo-nazis. On n'imagine pas un néo-nazi dans une armée occidentale classique, mais là ça ne les dérange pas. 3000 néo-nazis quand même, c'est pas rien. Donc c'est pour ça que je dis par rapport à ces questions, effectivement la question du droit peut être interrogée parce que c'est le droit du plus fort qui dirige aujourd'hui. Et qu'en 2003, quand l'Amérique va envahir l'Irak alors que l'ONU n'est pas d'accord, c'est bien le droit du plus fort qui a primé. Et malheureusement la conséquence, on la connaît aujourd'hui. Monsieur Bichara Kheder, vous souhaiterez peut-être réagir? Écoute, je réagis en saluant d'abord ce programme de la télévision algérienne. Vous savez, je vis en Belgique, je suis maintenant en Espagne, dans un congrès à Cordoue sur le dialogue de culture, et je lis la presse européenne, je vois les télévisions européennes. Je n'ai pas vu un seul débat mettant en exergue le thème de votre programme. Double poids, double mesure, Ukraine-Palestine. Il y a eu quelques articles en espagnol, en anglais, en arabe sur cette question, mais souvent dans des médias, dans des réseaux sociaux, dans des médias alternatifs, mais pas dans les grands médias comme El País en Espagne, ou comme La Vanguardia, ou comme The Guardian en Angleterre, ou comme Le Monde en France. Donc les journalistes ont fait tout à fait l'impasse sur la question palestinienne. Aucun n'a osé faire un parallèle entre ce qui se passe en Ukraine et les réactions des pays occidentaux face à la question ukrainienne et les réactions des pays occidentaux face à la question palestinienne. Donc bravo pour ce programme, c'était un plaisir d'y avoir participé. Merci Monsieur Kheder Bichara. Et sur ces mots, nous allons clôturer cette émission. Merci messieurs d'avoir été présents avec moi durant cette émission. Merci à Monsieur Gamal Abina, vous êtes journaliste expert en questions internationales. Et merci à Monsieur Bichara Kheder, spécialiste reconnu des questions euro-arabes. C'était un honneur messieurs de vous avoir avec moi ce soir. Voilà, c'est donc la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de votre attention. Retrouvez le journal télévisé en langue française à 18h sur Al 24 News. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et Sahaf Turkom.